Je ne pouvais détacher mes yeux du cercueil. Le vernis brillant reflétait les lumières blanches de la chapelle funéraire, tandis que les fleurs tout autour, les lys qu'elle aimait tant, semblaient en se moquer de la situation avec leur beauté éphémère. Mes mains tremblaient, moites, agrippées à mon sac comme si cet objet pouvait m'ancrer dans la réalité. Comment cela pouvait-il être vrai? Comment Élise, ma fille unique, à 38 ans, pleine de vie, avec ce sourire qui illuminait n'importe quelle pièce, pouvait-elle être là, immobile, froide, loin de moi pour toujours? « Madame, avez-vous besoin d'eau » Une employée des pompes funèbres me demanda, en me tendant un gobelet en plastique. Je refusai d'un mouvement de tête. Ma gorge était bien trop serrée pour avaler quoi que ce soit. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous écoutez mon récit, et si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien est essentiel pour que je ne traverse pas cette épreuve seule. Je n'ai plus personne à qui me confier. Les obsèques se déroulaient à Clermont-Ferrand, ville où j'avais vécu toute ma vie et où j'avais élevé Élise seule, après que François, mon mari, nous avait quittés quand elle avait à peine 5 ans. Dans cette salle, parmi des visages familiers et d'autres pas vraiment, je me sentais plus seule que jamais. Les médecins avaient parlé d'anévrisme, quelque chose de soudain, d'inattendu. Elle n'a pas souffert, disait-il, comme si cela pouvait consoler une mère qui venait de perdre son unique enfant. Thierry, mon gendre, était de l'autre côté de la salle, recevant les condoléances. Grand, toujours bien habillé, avec cet air de cadre supérieur accompli. Marié à Élise depuis 15 ans, père de mes 2 petits-enfants, Thomas, 12 ans, et Lucie, 9 ans. Les enfants étaient assis sur un canapé dans un coin, Thomas serrant sa sœur qui pleurait silencieusement. Mon cœur se serra encore davantage en les voyant. Comment expliquer à 2 enfants que leur mère ne reviendrait jamais? Je n'avais pas encore réussi à échanger plus d'une demi-douzaine de mots avec Thierry depuis l'annonce. Il avait pris en charge tous les préparatifs des funérailles, avec une efficacité presque froide. Quelque chose dans cette attitude me dérangeait, mais j'étais trop engourdie par la douleur pour réfléchir clairement. J'essayais de m'approcher de mes petits-enfants. J'avais besoin de les serrer dans mes bras, de sentir qu'il restait encore quelque chose d'Élise en ce monde. C'est alors que je l'entendis. Thierry parlait avec un homme que je ne connaissais pas, peut-être un collègue de travail. Il pensait, parlait assez bas. Mais ces mots me parvinrent avec la clarté d'une gifle. Je ne vais pas m'occuper de cette vieille crasseuse. Je me figeai sur place. La salle tourna un instant. L'homme avec qui il parlait parut gêné, changeant rapidement de sujet. Mais j'avais entendu, clair comme de l'eau de roche, vieille crasseuse. C'était ainsi que mon gendre parlait de moi, pendant que nous veillions le corps de ma fille. Je retournai à ma place en titubant, les jambes faibles. Un souvenir envahit mon esprit. Élise, 3 semaines plus tôt, assise à ma table de cuisine avec des cernes profonds, remuant nerveusement son café. « Maman, je dois te dire quelque chose. J'ai fait quelques modifications à mon testament. Sur le moment, j'avais trouvé cela trop morbide. Pourquoi parler de testament? Tu as 38 ans, tu es en pleine santé. » Elle avait insisté que c'était juste une précaution, que tout le monde devrait avoir ses documents en ordre. Je n'y avais pas accordé beaucoup d'importance. Comment aurais-je pu imaginer que 3 semaines plus tard, nous serions là? « Madame Durand ?» La voix de l'avocat de la famille, Maître Laurent, me ramena à la réalité. Un homme d'une 60aine, d'années, aux cheveux grisonnants et lunettes à fine monture, qui s'occupait des affaires juridiques d'Élise depuis des années. « Je suis vraiment désolée pour votre perte. Élise était une personne extraordinaire. » Je le remerciai d'un signe de tête. Je ne pouvais pas parler sans pleurer. « Nous devons discuter de quelques questions administratives demain. Élise m'a laissé des instructions spécifiques. Pouvons-nous nous retrouver à mon cabinet à 10 heures? » J'acquiesçai,
sans énergie pour poser des questions. Le reste de la soirée passa comme un flou de visages, d'étreintes et de paroles vides de consolation. Je ne dormis pas. Comment aurais-je pu? Je passais la nuit à regarder le plafond de ma chambre d'hôtel où je logeais, près de la maison d'Élise, revivant chaque moment avec ma fille, depuis son premier cri à l'hôpital jusqu'à notre dernière étreinte, 4 jours auparavant. Le lendemain matin, le cabinet de maître Laurent me parut plus petit que dans mon souvenir. Thierry était déjà là quand j'arrivai, assis rigidement dans un fauteuil en cuir, consultant son téléphone. Il leva à peine les yeux quand j'entrai. Les enfants étaient restés avec une voisine, appris-je plus tard. « Merci à vous deux d'être venus en ce moment si difficile », commença l'avocat, s'asseyant derrière son bureau en bois sombre. « Élise est venue me voir il y a environ 1 mois pour apporter des modifications importantes à son testament. Elle était lucide et déterminée, et tout a été fait conformément à la loi. » Je remarquai que Thierry se redressa dans son fauteuil, soudainement intéressé. Maître Laurent poursuivit. « Élise a légué tous ses biens, y compris la maison où vous habitez, Thierry, les économies, l'assurance vie et les investissements, à sa mère, Madame Durand. » Le silence qui suivit ces paroles fut tranchant. Je n'arrivais pas à assimiler ce que je venais d'entendre. Thierry se leva brusquement. « C'est absurde. Il doit y avoir une erreur. Je suis son mari. » « Il n'y a pas d'erreur, » répondit calmement l'avocat, ajustant ses lunettes. « Les enfants du couple auront accès à des fonds éducatifs lorsqu'ils atteindront leur majorité. Quant au reste, la volonté d'Élise était claire. »« C'est illégal. » Thierry frappa sur le bureau. « Je mérite tout cela. Nous l'avons construit ensemble. » J'observai mon gendre, comme si je le voyais pour la première fois. Le visage déformé par la colère, les yeux étincelants. Où était la douleur pour la perte de son épouse? Tout ce que je voyais était la fureur de ne pas avoir reçu l'argent. « Ma fille n'aurait pas fait cela sans raison, » dis-je enfin, ma voix plus ferme que je ne l'espérais. Thierry se tourna vers moi, la haine à peine dissimulée. « Vous l'avez manipulée. Ça a toujours été comme ça, contrôlante, vous immisçant dans notre vie. Maintenant, vous avez ce que vous vouliez, n'est-ce pas? » Maître Laurent intervint. « Cette accusation est grave et infondée, monsieur Renaud. J'ai des témoins qui confirment qu'Élise a pris cette décision de son propre chef. » Thierry sortit en claquant la porte, non sans m'avoir lancé un regard qui me glaça. Je restai assise, abasourdie. L'avocat me remit un dossier avec des documents. « Élise a laissé ceci pour vous également. Elle a dit que c'était important. » Je retournai à l'hôtel en état de choc. Pourquoi ma fille aurait-elle fait cela? Que savait-elle que j'ignorais? Les paroles de Thierry lors des funérailles résonnaient dans ma tête. Vieille crasseuse, le mépris de cet homme, caché pendant des années sous de faux sourires. 2 jours plus tard, je trouvai le courage d'aller chez Élise chercher quelques effets personnels. Thierry n'était pas là, Dieu merci. La femme de ménage, Madame Moreau, qui travaillait pour eux depuis des années, m'accueillit avec une étreinte serrée, les yeux rougis d'avoir tant pleuré. « Ah, Madame Durand, que Dieu apaise votre cœur, notre petite Élise. » Dans la chambre de ma fille, tout restait comme si elle allait revenir à tout moment. Son parfum flottait encore dans l'air. J'ouvris l'armoire et commençai à sélectionner quelques vêtements que je souhaitais garder. C'est alors qu'en fouillant dans un tiroir de foulard, je trouvai quelque chose d'inattendu. Une petite clé argentée enroulée dans un papier. Je le dépliai d'une main tremblante. « Maman, si tu lis ceci, quelque chose m'est arrivé. Pardonne-moi de ne pas t'avoir tout dit avant. Cherche dans le double fond de mon tiroir à bijoux. Il y a de graves problèmes. Je t'aime, toujours. » Mon cœur s'emballa. D'une main tremblante, j'allai jusqu'au tiroir à bijoux et après quelques minutes de recherche, je découvris le double fond. À l'intérieur se trouvait une clé USB rouge. J'entendis la porte d'entrée s'ouvrir. Des voix. Thierry était revenu.
Rapidement, je glissai la clé USB dans mon sac avec la clé et le billet. Quelque chose me disait qu'il ne devait pas savoir à propos de cela. « Que faites-vous ici ?» La voix de Thierry me fit sursauter. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, me dévisageant. « Je suis venu chercher quelques affaires d'Élise, des souvenirs. »« Vous n'avez pas le droit de fouiller dans ces affaires sans ma permission. » Son ton était glacial. Elle était ma fille, Thierry, et mon épouse. Cette maison est encore la mienne, du moins pour l'instant, n'est-ce pas? Il sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je quittai les lieux aussi vite que possible, effrayée par ce que je pourrais découvrir, mais plus terrifiée encore par ce que Thierry pourrait faire s'il savait que j'avais trouvé quelque chose. Et vous, que feriez-vous si vous découvriez que quelqu'un que vous considériez comme de la famille cache des secrets si sombres? Continueriez-vous à enquêter ou laisseriez-vous le passé enterré avec les morts? Cette nuit-là, seule dans ma chambre d'hôtel, j'allumai mon ordinateur portable et insérai la clé USB. Ce que je découvris changea tout ce que je croyais savoir sur la vie de ma fille. Il y avait un dossier avec des documents, relevés bancaires, registre d'énormes dettes, achats suspects et une vidéo datée de 2 semaines avant sa mort. Je cliquai sur le fichier et le visage d'Élise remplit l'écran. Mon cœur manqua un battement. Elle était pâle, avec des cernes profonds, les yeux rougis de quelqu'un qui a beaucoup pleuré. « Maman, commença-t-elle, la voix étranglée, si tu regardes ceci, c'est que je n'ai pas eu le courage ou que je n'ai pas eu le temps de te le dire personnellement. » Une larme coula sur mon visage, tandis que je pressais ma main contre mes lèvres. Thierry n'est pas celui que tout le monde croit. Ces dernières années, j'ai découvert qu'il a une grave dépendance aux jeux. Casinos, paris en ligne, tout. Il a perdu beaucoup d'argent, maman. Presque toutes nos économies. Elle respira profondément, comme si elle rassemblait son courage. Mais le pire, ce n'est pas ça. Il a emprunté de l'argent à des personnes dangereuses, des usuriers, des gens liés au crime. J'ai peur, maman. Peur de ce qui pourrait arriver aux enfants, à moi, à toi. Ma fille essuya une larme. J'ai modifié mon testament. Je sais que tu protégeras l'avenir des enfants mieux que lui. Il y a une clé d'un box où j'ai gardé toutes les preuves. S'il te plaît, maman, prends soin de mes enfants et protège-toi. Thierry peut être imprévisible quand il est contrarié. La vidéo se termina et je restai paralysée, regardant l'écran noir qui reflétait mon visage dévasté par la douleur et le choc. Que tentait de me dire ma fille? Thierry avait-il quelque chose à voir avec sa mort soudaine? Ou n'était-ce que la peur qui parlait? Ma tête tournait avec 1000 questions, tandis que la nuit avançait dehors, silencieuse et froide comme la tombe d'Élise. Je passai la nuit entière à examiner les documents de la clé USB, chaque nouveau fichier révélant un abîme plus profond dans la vie que je pensais connaître. Des relevés bancaires montraient des retraits fréquents de sommes importantes. Des achats dans des boutiques de luxe qu'Élise n'avait jamais mentionnés. Des virements vers des comptes inconnus avec des noms codés. Mon Dieu, comment ma fille avait-elle pu me cacher tant de choses? Le matin me trouva les yeux brûlants et le cœur lourd. Je devais mieux comprendre ce qui se passait. J'appelai Maître Laurent dès que l'horloge indiqua 8 heures. « Madame Durand, j'attendais votre appel, dit-il, comme s'il connaissait exactement la raison de mon appel. Vous saviez, à propos de Thierry, des problèmes? » Un long soupir, de l'autre côté de la ligne. Élise m'a confié certaines choses, oui, mais elle m'a demandé une discrétion absolue. Je ne pouvais révéler que si quelque chose lui arrivait. Quelque chose comme mourir subitement à 38 ans. Ma voix sortit plus amère que je ne le voulais. Madame Durand, je vous suggère de venir à mon cabinet. Il y a d'autres choses que je dois vous montrer. Des choses qu'Élise a laissées sous ma garde. 1 heure plus tard, j'étais de nouveau assise devant le bureau en bois sombre.
L'avocat me remit une enveloppe brune cachetée. « Élise m'a laissé ceci il y a 3 semaines, avec des instructions expresses pour ne le remettre qu'à vous, au cas où quelque chose lui arriverait. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait une lettre manuscrite et une autre clé différente de la première. Je reconnus immédiatement l'écriture délicate de ma fille. « Maman, si tu lis ceci, cela signifie que mes soupçons se sont confirmés. J'ai vécu dans la peur ces derniers mois. Thierry a changé. Je ne sais pas exactement quand cela a commencé, mais j'ai remarqué que de grosses sommes d'argent disparaissaient de nos comptes. Quand je l'ai confronté, il est devenu agressif, pas physiquement, mais ses menaces voilées m'ont terrifié. J'ai découvert qu'il a une dépendance au jeu, qu'il doit de l'argent à des personnes dangereuses. Cette clé ouvre un box au centre de stockage sécurisé sur l'avenue des Lilas, numéro 42. J'y ai mis toutes les preuves que j'ai pu rassembler. Protège mes enfants, maman. Et protège-toi aussi. Thierry est plus dangereux qu'il n'y paraît. Je t'aime, Élise. » Je quittai le cabinet de Maître Laurent avec l'impression de porter le poids du monde sur mes épaules. Je ne lui ai pas parlé de la clé USB que j'avais trouvée dans la maison. Quelque chose me disait de garder cela secret, du moins pour l'instant. Sur le chemin de l'hôtel, je passais par une pharmacie. J'avais besoin de quelque chose pour la migraine qui martelait ma tempe. C'est alors que j'entendis, venant de 2 femmes dans la file, « C'est cette dame, la mère d'Élise, qui est décédée. » Ah, la pauvre, on dit qu'elle essaie de tout, prendre à la famille maintenant. Oui, j'ai entendu que Thierry est dévasté. D'abord, il perd sa femme, puis il découvre que sa belle-mère a manipulé le testament. Je sortis de la pharmacie sans rien acheter, le visage brûlant de honte et d'indignation. Comment ça? J'essayais de tout prendre à la famille. Qui répandait ces mensonges? À l'hôtel, la réceptionniste me remit un message. « Lucie et Thomas aimeraient beaucoup voir mamie. Pouvons-nous venir vous chercher à 15 heures, Madame Moreau ?» Mon cœur se réchauffa. Au moins, la femme de ménage se souvenait que j'étais la grand-mère de ses enfants. À 3 heures de l'après-midi, Madame Moreau arriva avec mes petits-enfants. Lucie courut dans mes bras, les larmes coulant sur son petit visage rond. « Mamie, maman me manque tellement !» sanglota-t-elle contre ma poitrine. Thomas resta plus distant, les mains dans les poches, le regard perdu que seul un enfant qui essaie de paraître fort possède. « Viens ici, mon amour, » l'appelai-je, étendant mon bras libre. Il hésita, puis céda, me laissant l'étreindre aussi. « Papa a dit que vous allez prendre notre maison, » murmura Thomas, si bas que je l'entendis à peine. Je m'écartai pour le regarder dans les yeux. « Quoi? Il a dit que vous essayez de prendre tout ce qui était à maman et qu'on va devoir déménager, » compléta Lucie, les yeux écarquillés. Je regardai Madame Moreau, qui détourna les yeux, gênée. « Ce n'est pas vrai, mes amours. Je ne ferai jamais rien pour vous nuire, jamais. »« Mais papa a dit, » commença Thomas. « Votre père est très triste depuis le départ de maman, » l'interrompis-je, choisissant mes mots avec soin. Parfois, quand nous sommes tristes, nous comprenons les choses de manière incorrecte. Nous passâmes l'après-midi ensemble. Je les emmenai manger une glace, puis au cinéma. Pendant quelques heures, j'ai presque réussi à oublier le cauchemar que je vivais, presque. Quand Madame Moreau vint les chercher, Lucie me serra fort. « Reviens vite à la maison, mamie, promets ?» Je ne pus pas répondre. Quelle maison? Celle que Thierry disait que je voulais voler? Le jour suivant, je me rendis au centre de stockage sécurisé. L'endroit était un complexe de petites unités de stockage, de celles qu'on loue pour garder des meubles ou des effets personnels. L'unité que la clé ouvrit était petite, seulement 3 mètres carrés, mais ce que j'y trouvais me coupa le souffle. Un mur entier était couvert par une sorte de tableau d'enquête, photos, reçus, notes, tout connecté par des fils colorés. Au centre, une photo de Thierry, autour,
des registres de visites à des casinos, des relevés bancaires imprimés, des captures d'écran de sites de Paris et quelque chose qui glaça mon sang, des photos de Thierry avec une femme qui n'était pas Élise dans des situations clairement intimes. Il y avait un dossier sur une petite table. À l'intérieur, je trouvais des rapports détaillés. Élise avait engagé un détective privé. Les découvertes étaient dévastatrices. Thierry ne jouait pas seulement compulsivement perdant des fortunes, mais il entretenait aussi une liaison avec une autre femme depuis au moins 2 ans. Et il y avait plus, des indices qu'il détournait de l'argent de l'entreprise où il travaillait pour couvrir ses dettes. Au fond du dossier, une enveloppe brune avec l'inscription « À ouvrir uniquement si je meurs de façon suspecte ». Mes mains tremblaient tellement que j'eus du mal à l'ouvrir. À l'intérieur, une lettre. « Maman, si tu lis ceci, tu dois porter ces informations à la police immédiatement. J'ai enregistré toutes les menaces de Thierry. Il a dit que si je le dénonçais ou demandais le divorce, je ne vivrais pas pour le raconter. Je crains pour ma vie, maman. S'il m'arrive quelque chose, ce n'était pas un accident. » Je m'assis sur le sol froid du box, le corps entier tremblant. C'était trop à assimiler. Élise craignait pour sa vie. Et maintenant, elle était morte. Coïncidence. Je retournai à l'hôtel en état de choc. Dans le hall, je fus abordée par le directeur. « Madame Durand, je dois vous informer qu'il y a eu une plainte vous concernant. »« Une plainte? Quelle plainte? » « Eh bien, votre gendre a appelé. Il a dit que vous êtes émotionnellement instable depuis la perte de votre fille. Il a demandé que nous surveillions si vous n'agissez pas de façon erratique. » Ma mâchoire tomba. Mon gendre n'a pas le droit. Il a mentionné qu'il est l'avocat de la famille et qu'il s'inquiète pour votre bien-être. Il a suggéré que vous auriez peut-être besoin d'aide professionnelle. Je montais dans ma chambre, bouillonnant de colère. Thierry essayait de me discréditer, faire croire à tout le monde que j'étais folle, perturbée par le deuil. La stratégie était claire. Si personne ne me croyait, il pourrait contester le testament. 2 jours plus tard, je dus aller au supermarché. Dans la file d'attente à la caisse, je vis 2 connaissances de longue date, Sylvie et Catherine, amies de mon ancien cercle de broderie. Je souris et fis un signe de la main. Elles se regardèrent, murmurèrent quelque chose et changèrent, rapidement de fil, comme si j'avais une maladie contagieuse. À la sortie, Catherine s'approcha, gênée. « Jeanne, ne le prenez pas mal, mais les gens parlent. Ils disent que vous essayez de prendre la maison. » « De vos propres petits-enfants. »« Quoi? Qui a dit ça? » Thierry l'a dit à la réunion de l'association des parents d'élèves. Il a dit que vous avez engagé un avocat pour les expulser de la maison, que vous voulez tout vendre. C'est un mensonge, explosai-je, plus fort que je ne le voulais. Quelques personnes regardèrent dans notre direction. Catherine, vous me connaissez depuis 20 ans. Pensez-vous vraiment que je ferais cela? Elle détourna le regard. Il a aussi dit que vous commencez à devenir confuse, que vous oubliez des choses, inventer des histoires. Je dus me tenir au mur pour ne pas tomber. La campagne de diffamation était plus large que je ne l'imaginais. Thierry me détruisait méthodiquement, préparant le terrain pour contester le testament pour incapacité mentale. Je rentrai à l'hôtel dévasté. J'appelai Maître Laurent, qui écouta tout en silence. « Madame Durand, c'est grave. Nous devons agir vite. Je vous suggère de faire des examens médicaux complets immédiatement. Nous avons besoin de rapports qui attestent de votre santé mentale et de votre pleine capacité. » L'après-midi suivant, je passai une batterie d'examens, neurologiques, psychologiques, cognitifs. Maître Laurent avait recommandé les meilleurs spécialistes. Les résultats viendraient dans quelques jours. En attendant, je continuais à enquêter par moi-même. Je revisitais chaque document qu'Élise avait laissé. Je commençais à construire mon propre tableau mental, reliant les points. Thierry endetté. Thierry menaçant Élise. Élise modifiant son testament. Élise mourant soudainement. Thierry essayant de me discréditer.
C'était tout trop méticuleux pour être une coïncidence. Madame Durand, une jeune femme souhaite vous voir, m'informa la réceptionniste de l'hôtel par téléphone. Elle dit que c'est urgent. Je descendis au hall, méfiante, et je fus surprise de voir une femme d'une trentaine d'années, cheveux châtains attachés en queue de cheval, lunettes à monture épaisse. Elle semblait nerveuse, regardant constamment par-dessus son épaule. « Madame Durand, je m'appelle Sophie, Sophie Renaud. Je suis la sœur de Thierry. » Je me tendis immédiatement. « Que voulez-vous ?»« Parlez, pas ici, c'est important. » Nous finîmes par aller dans un café à 2 rues de l'hôtel. Sophie commanda un café qu'elle ne toucha pas, les doigts tambourinant nerveusement sur la table. « Je suis venue parce que je ne supporte plus de rester silencieuse, » commença-t-elle, la voix basse. « Mon frère n'est pas une bonne personne, Madame Durand. » Je restais silencieuse, attendant. Élise m'a contactée il y a environ 3 mois. Elle avait découvert des choses sur Thierry, sur son passé. Quelles choses? Sophie respira profondément. Ce n'est pas la première fois. Avant Élise, Thierry était marié à une femme nommée Claire. Ça a duré seulement 2 ans. Il a fait la même chose. S'est endetté avec les jeux et est devenu agressif, manipulateur. Mon cœur s'accéléra. Qu'est-il arrivé à cette Claire? Elle a demandé le divorce. 1 semaine plus tard, elle a eu un accident de voiture. Elle a percuté un mur, morte sur le coup. Sophie fit des guillemets en l'air en disant « accident ». Ils n'ont jamais réussi à prouver quoi que ce soit contre lui, bien sûr. Je sentis mon sang se glacer dans mes veines. « Vous suggérez que… » ?»« Je ne suggère rien, » interrompit Sophie, regardant nerveusement autour d'elle. « Je dis simplement qu'il y a un schéma, et j'ai peur pour ce qui pourrait arriver à ses enfants. » Elle ouvrit son sac et en sortit un carnet à couverture noire. « Je note tout depuis des mois, visites au casino, rencontres avec des personnes douteuses, les mensonges qu'ils racontent. Je rassemblais mon courage pour montrer tout cela à Élise. Quand c'est arrivé, je pris le carnet d'une main tremblante. « Pourquoi me donnez-vous cela? » « Parce que je crois que vous êtes la seule personne qui peut protéger ses enfants maintenant. » Sophie se leva pour partir, mais je saisis son poignet. Pensez-vous que Thierry ait eu quelque chose à voir avec la mort d'Élise? Elle resta silencieuse un long moment. Ce que je pense, c'est que trop de coïncidences cessent d'être des coïncidences, Madame Durand. Après son départ, je restai assise près d'1 heure, feuilletant le carnet. Sophie avait méticuleusement documenté le comportement de son frère au cours des 6 derniers mois. Date, lieu, nom, et quelque chose de plus sinistre, les tentatives de Thierry d'éloigner les enfants de leur grand-mère. 16 mai. Thierry a dit aux enfants que leur grand-mère devenait gâteuse et qu'ils ne devraient pas croire tout ce qu'elle dit. 30 mai, Thierry a commenté qu'il devrait peut-être envoyer la vieille dans une maison de retraite si elle continuait à se mêler de leur vie. 12 juin. Thierry m'a demandé de garder les enfants pendant qu'il réglait un problème avec un créancier. Il est revenu à 3 heures du matin, ivre, disant quelque chose à propos de finalement se débarrasser de tout. La dernière entrée datait de seulement 4 jours avant la mort d'Élise. Je quittais le café déterminé. Je n'étais plus seulement confuse ou blessée. J'étais furieuse et résolue à découvrir exactement ce qui était arrivé à ma fille, et plus important encore, à protéger mes petits-enfants à tout prix. J'appelai Maître Laurent du taxi. « J'ai besoin de plus d'aide, » dis-je sans détour. « Je veux engager un détective privé, et j'ai besoin de protection. Thierry est plus dangereux que nous le pensions. » « Madame Durand, que s'est-il passé? » J'ai découvert que ma fille n'est peut-être pas morte de cause naturelle, maître. Le silence, à l'autre bout de la ligne, fut assourdissant. « Venez à mon cabinet immédiatement, » répondit-il finalement, la voix grave. « Et apportez tout ce que vous avez trouvé. » Tandis que le taxi avançait dans les rues de Clermont-Ferrand,
j'observais la ville que je connaissais si bien se transformer en un décor menaçant. Quelque part, cachée sous la façade de normalité, se trouvaient les réponses sur la mort de ma fille, et je les trouverai, peu importe le coût. Et vous, avez-vous déjà soupçonné qu'une personne proche cachait un côté sombre? Jusqu'où iriez-vous pour protéger ceux que vous aimez d'un danger que personne d'autre ne voit? Dans les jours qui suivirent, je plongeais dans un monde parallèle, un univers sombre d'enquêtes et de découvertes terrifiantes. Maître Laurent me présenta à Gérard, un ancien policier qui travaillait maintenant comme détective privé, un homme de peu de mots, au visage marqué par de subtiles cicatrices qui trahissaient une vie difficile. Je lui expliquai tout, les dettes de Thierry, la vidéo d'Élise, le carnet de Sophie, le schéma avec l'ex-femme. « Vous voulez que je découvre si votre gendre a tué votre fille ?» résuma-t-il sans détour. J'avalai ma salive. Dit ainsi, cela semblait de la folie, mais j'acquiesçais. Je veux aussi connaître l'ampleur de ses dettes, à qui il doit, et je veux des preuves de tous les mensonges qu'il répand sur moi. Gérard factura une somme considérable, que je payais sans hésiter avec l'argent de l'assurance vie d'Élise. Cela en vaudrait chaque centime si je pouvais protéger mes petits-enfants. Pendant que le détective travaillait, ma vie se transforma en un cauchemar d'isolement. D'anciens amis traversaient dès la rue pour ne pas me rencontrer. Au supermarché, à la pharmacie, même à l'église que je fréquentais depuis des décennies, je sentais les regards, les chuchotements. C'est elle, la vieille folle qui veut tout prendre à ses petits-enfants. Thierry avait été efficace dans sa campagne de diffamation. La seule exception était Madame Moreau, qui continuait à m'amener les enfants pour des visites secrètes quand Thierry sortait. Ce fut lors d'une de ces visites que Thomas me raconta quelque chose de troublant. « Mamie, papa parle au téléphone en pleine nuit. Je crois qu'il ne sait pas que je l'entends. » J'essayais de paraître décontractée. « Vraiment, mon chéri? Et que dit-il? » Des choses étranges. Qu'il va tout régler, qu'il va obtenir l'argent. Il semble effrayé, mamie. Lucie, jouant avec une poupée sur le canapé de l'hôtel, ajouta. Il se dispute aussi beaucoup avec tante Sophie. Il lui a crié dessus l'autre jour. Il a dit qu'elle était une traîtresse. J'échangeai un regard avec Madame Moreau, qui confirma d'un signe discret. La situation semblait s'intensifier. Je devais agir plus rapidement. Une semaine plus tard, Gérard me contacta avec des nouvelles. « Votre gendre doit environ 200 000 € à un usurier connu sous le nom de Le Requin, m'informa-t-il, me remettant une enveloppe avec des photos. Cet homme n'est pas à prendre à la légère. Il a des liens avec un groupe criminel de Marseille. Il a déjà été enquêté pour des homicides, mais ils n'ont jamais réuni assez de preuves. » Les photos montraient Thierry conversant avec un homme corpulent, chauve, des tatouages couvrant son cou. La rencontre avait lieu dans un parking mal éclairé. Quant à la mort de votre fille, je n'ai rien de concluant. Le rapport médical indique un anévrisme, pas de signe d'empoisonnement ou de violence. Mais j'ai eu accès à son téléphone portable. Gérard hésita. L'opérateur me doit quelques faveurs. Dans les jours précédant sa mort, elle a recherché des symptômes étranges. Maux de tête intenses, visions troubles, nausées. Et elle a aussi cherché des informations sur des toxines qui peuvent provoquer ces symptômes. Mon cœur manqua un battement. Elle soupçonnait qu'elle était empoisonnée? Gérard haussa les épaules. Impossible de l'affirmer avec certitude. Mais il y a autre chose. Il sortit un autre document de l'enveloppe. Votre gendre prépare le terrain pour contester le testament. Il a des rendez-vous programmés avec 3 médecins différents, spécialistes en démence sénile et incapacité mentale. Il construit un dossier pour prouver que vous n'êtes pas en état de gérer les biens. Je fermai les yeux, essayant de contenir la colère qui grandissait en moi. Thierry avait toujours une longueur d'avance, manipulant, planifiant. Et il y a encore autre chose, poursuivit Gérard. Il essaie de vendre la maison. Secrètement, il a déjà contacté 2 agences immobilières. Mais il ne peut pas.
La maison est légalement à moi maintenant. Légalement, oui. Mais il semble désespéré d'obtenir de l'argent. Le requin n'est pas connu pour sa patience. Cette nuit-là, seule dans ma chambre d'hôtel, je contemplais mon reflet dans le miroir. Je reconnaissais à peine la femme qui me regardait. Cheveux gris en désordre, cernes profonds, rides accentuées par la fatigue et l'inquiétude. Est-ce que je ressemblais vraiment à une vieille folle, comme Thierry voulait que tout le monde le croie? Je sortis de ma poche le pendentif qu'Élise portait depuis l'enfance, une petite médaille de Saint-Christophe qui avait appartenu à ma mère. Je l'avais trouvée parmi ses effets personnels que j'avais pu récupérer de la maison. « Donne-moi. »« À la force, ma fille !» murmurai-je, serrant le pendentif contre ma poitrine. « Aide-moi à protéger tes enfants. » À ce moment-là, quelque chose se cristallisa en moi. Une détermination inébranlable. Thierry pouvait avoir l'argent, l'influence, la jeunesse, mais j'avais quelque chose de plus précieux, la vérité, et toute une vie d'expérience qui m'avait appris à ne jamais sous-estimer une mère quand il s'agit de protéger ses enfants ou ses petits-enfants. Le lendemain matin, j'appelai Maître Laurent avec un plan. 3 jours plus tard, je rencontrai Thierry dans un restaurant neutre, un lieu public où il ne pourrait pas faire de scène. Il semblait surpris par mon invitation, mais l'accepta, probablement en espérant une nouvelle occasion de m'intimider. « Que voulez-vous, Jeanne » demanda-t-il, à peine assis à table. Pas de bonjour, pas le moindre signe de courtoisie. « Je veux proposer un accord » répondis-je calmement. Il haussa un sourcil. « Quel genre d'accord ?»« Je sais pour vos dettes, Thierry. Je sais pour... le requin. » Je vis son visage pâlir légèrement avant qu'il ne se reprenne. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Je sais aussi pour Claire, votre première épouse, sur l'accident opportun et sur tous les mensonges que vous avez répandus. À mon sujet dans la ville. » Il se pencha en avant, les yeux plissés. « Attention à ce que vous dites, vieille, vous frôlez la diffamation. »« J'ai des preuves de tout, » répondis-je, imperturbable. « Élise a laissé un dossier complet. Elle savait ce que vous faisiez. Elle savait pour les détournements dans l'entreprise, pour les casinos, pour l'autre femme. Pour la première fois, je vis une peur authentique dans ses yeux. Que voulez-vous? Je veux mes petits-enfants, Thierry. Je veux pouvoir les voir régulièrement sans vos interférences. Je veux que vous arrêtiez de répandre des mensonges sur moi. Et en échange, je paierai votre dette envers le requin. » Il resta silencieux, calculant, évaluant. « Pourquoi feriez-vous cela? » ?»« Pas pour vous, pour mes petits-enfants. Je ne veux pas qu'ils grandissent orphelins de mère et avec un père en prison. Ou pire. » Thierry regarda par la fenêtre du restaurant, observant le mouvement de la rue. Quand il se retourna pour me dévisager, il y avait une nouvelle expression sur son visage. Du respect, peut-être, ou du moins la reconnaissance d'une adversaire à sa mesure. 200 000, c'est ce que je dois. Je sais exactement combien vous devez, et je paierai à une condition, vous signez un accord juridiquement contraignant, rédigé par Maître Laurent, garantissant mon accès aux enfants et vous engageant à cesser votre campagne de diffamation. Il réfléchit un moment, puis acquiesça lentement. Marché conclu. 1 semaine plus tard, l'accord était signé. J'utilisais une partie de l'argent qu'Élise avait laissé pour régler la dette de Thierry. Je ne lui dis pas que j'avais beaucoup plus de preuves que ce que j'avais mentionné, y compris la vidéo qui pourrait l'incriminer si quelque chose m'arrivait. C'était ma police d'assurance. Les mois suivants furent consacrés à une lente reconstruction. Je retournais dans ma propre maison, un petit pavillon dans un quartier tranquille de Clermont-Ferrand. Peu à peu, certains amis commencèrent à chercher la réconciliation, honteux d'avoir cru aux mensonges de Thierry. D'autres, je ne les revis jamais. J'appris à vivre sans eux. Thomas et Lucie passaient les week-ends avec moi. Je les emmenais au parc, les aidais pour leurs devoirs,
cuisinaient leurs plats préférés. Progressivement, l'ombre de la mort d'Élise céda la place à des souvenirs plus joyeux. Je leur racontais des histoires de quand elle était enfant, leur montrais d'anciennes photos, maintenant sa présence vivante. Thierry et moi maintenions une relation strictement formelle. Il respectait, l'accord à la lettre craignant probablement ce que je pourrais faire s'il le rompait. La dette payée semblait avoir soulagé une partie de la pression qui pesait sur lui, bien que je savais, grâce à Gérard, qui continuait à surveiller discrètement, qu'il fréquentait encore occasionnellement des casinos. 1 an passa, puis 2, au printemps de la 3e année après la mort d'Élise, je reçus une enveloppe par la poste. À l'intérieur, juste un mot manuscrit. « Merci de prendre soin de mes neveux. Vous êtes plus forte que quiconque l'imaginait. Sophie. » Cette même semaine, je décidai d'accomplir un dernier souhait d'Élise. Elle disait toujours que quand elle mourrait, elle aimerait que ses cendres soient dispersées dans le parc Montjuset, où nous avions l'habitude de nous promener quand elle était petite. Je n'avais jamais eu le courage de le faire avant, mais maintenant je sentais que c'était le moment. J'emmenai Thomas et Lucie avec moi. Nous choisîmes un endroit tranquille, près du lac, où les arbres formaient une couverture naturelle et où des fleurs sauvages poussaient librement. « Votre mère adorait cet endroit », leur dis-je en ouvrant la petite urne que je gardais depuis 3 ans. Nous venions ici tous les dimanches. Elle courait après les canards, cueillait des fleurs. Lucie, maintenant âgée de 12 ans, essuya une larme. « Elle me manque tellement, mamie. À moi aussi, mon amour, tous les jours. » Thomas, presque un jeune homme à 15 ans, restait silencieux, mais je voyais qu'il luttait aussi contre les larmes. Nous dispersâmes les cendres ensemble, tous les 3, pendant que je récitais le poème préféré d'Élise. Ce fut un moment d'adieu, mais aussi de communion, un cercle qui se refermait. En rentrant à la maison, Lucie me serra fort. « Mamie, maman savait, n'est-ce pas? Elle savait que vous prendriez soin de nous. » J'avalais la boule dans ma gorge. « Oui, ma chérie, ta mère l'a toujours su. » Plus tard ce soir-là, seule sur ma terrasse, regardant les étoiles qui commençaient à piquer le ciel, je ressentis une paix que je n'avais pas éprouvée depuis des années. Il y avait encore de la douleur, bien sûr. Il y en aurait toujours. La perte d'un enfant est une blessure qui ne cicatrise jamais complètement. Mais maintenant, mêlée à la douleur, il y avait aussi un sentiment de mission accomplie. Élise m'avait fait confiance pour protéger ses enfants, pour préserver son héritage, et je ne l'avais pas déçue. J'avais affronté la peur, la diffamation, la solitude. J'avais affronté un homme qui pensait qu'une vieille crasseuse serait une proie facile pour ses manipulations. Il ne comptait pas sur ce que tout prédateur finit par apprendre, ne jamais sous-estimer une mère protégeant sa progéniture, même quand cette mère a les cheveux gris et des rides sur le visage. Dans le jardin que j'avais planté en mémoire d'Élise, les premières fleurs du printemps commençaient à éclore. Demain, j'emmènerai Thomas et Lucie les voir. Nous continuerions à vivre, à grandir, à nous souvenir, et dans chacun de leurs sourires, dans chacune de leurs réussites, dans chaque moment partagé, un peu d'Élise resterait vivant. Je n'ai jamais découvert avec certitude si Thierry avait joué un rôle direct dans la mort de ma fille. L'anévrisme aurait vraiment pu être une tragédie naturelle, ou aurait pu être induit par un stress extrême, une peur constante, peut-être même par des substances administrées lentement, comme Élise le soupçonnait. La vérité complète restera peut-être à jamais dans l'ombre. Mais une chose, je savais avec une certitude absolue, Élise avait prévu le danger. Elle avait essayé de se protéger, de protéger ses enfants et de me protéger aussi. Et à la fin, d'une certaine façon, elle avait gagné. À travers moi, à travers les enfants qu'elle avait laissés, à travers la vérité qui n'avait pas pu être enterrée. Parfois, quand je regarde Thomas, je vois des traits d'elle, le même sourire légèrement de travers,
la même façon de froncer les sourcils quand il est concentré. Lucie a hérité de sa détermination, de sa compassion, de son talent pour le dessin. Ils sont le véritable héritage de ma fille, un héritage que Thierry ne pourra jamais toucher. Dans la petite boîte à bijoux que je garde à côté de mon lit, avec le pendentif de Saint-Christophe, je conserve le billet que j'ai trouvé avec la clé il y a tant d'années. Les mots, estompés par le temps, mais encore lisibles. « Maman, si tu lis ceci, quelque chose m'est arrivé. Pardonne-moi de ne pas t'avoir tout dit avant. Il y a de graves problèmes. Je t'aime, toujours. » Maintenant, avec le recul, je réalise qu'il n'y avait rien à pardonner. Élise a fait ce qu'elle pouvait avec les cartes que la vie lui avait distribuées. Elle a protégé ses enfants de la seule façon qu'elle a trouvée. Elle m'a fait confiance quand elle ne pouvait faire confiance à personne d'autre. Et moi, une dame aux cheveux gris que Thierry avait appelée vieille crasseuse pendant que nous veillions le corps de ma fille, j'ai fini par être plus forte, plus résiliente et plus rusée qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Je ne sais pas combien de temps il me reste dans ce monde, mais chaque jour est une bénédiction, une opportunité d'honorer la mémoire d'Élise, d'aimer ses enfants, de maintenir son histoire vivante. Et peut-être, un jour, quand Thomas et Lucie seront adultes, je leur raconterai toute la vérité sur leur mère courageuse, sur la façon dont elle s'est battue jusqu'à la fin, sur la façon dont elle nous a tous protégés, même après son départ. Pour l'instant, je me contente de les voir grandir, s'épanouir, trouver leur propre chemin. Dans le monde, quand je les regarde dans les yeux, je vois l'espoir, je vois l'avenir, je vois Élise. Et cela, en fin de compte, est la plus grande victoire que nous aurions pu remporter. Et vous, qui êtes arrivés jusqu'ici avec moi dans ce voyage douloureux, que feriez-vous pour protéger ceux que vous aimez? Jusqu'où iriez-vous? Quelles limites franchiriez-vous? Car au final, c'est ce qui définit qui nous sommes. Non pas les batailles que nous choisissons de mener, mais les personnes pour qui nous choisissons de nous battre. Merci d'être allé jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché d'une façon ou d'une autre, aimez-la et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Et rappelez-vous, ne sous-estimez jamais une mère ou une grand-mère quand il s'agit de protéger sa famille.